Bonjour à tous. Je m'appelle Florence Stagère et je dirige la Fab Design au sein du groupe SNCF. La Fab Design, c'est une équipe d'une trentaine de collaborateurs, des profils diversifiés, UX designer, directeur artistique, chef de produit, web analyste, développeur. Et l'idée, c'est d'avoir finalement un panel représentatif pour aider à la réalisation d'interfaces en prenant bien en compte l'expérience utilisateur. La Fab Design a maintenant 4 ans et il y a presque un an, nous avons décidé de lancer un chantier autour du design éthique. L'idée, c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on contribue à une approche d'un numérique plus responsable et surtout, comment est-ce que collectivement, on arrive à déployer nos convictions individuelles. Donc l'enjeu, c'était déjà de savoir comment embarquer les collaborateurs, surtout dans un groupe comme SNCF, et également, finalement, comment est-ce qu'on diffuse nos envies, notre intuition sur le design éthique, comment est-ce qu'on le diffuse au-delà des équipes, au-delà de l'équipe, au-delà même du groupe. Donc, nous avons commencé déjà par une partie très basique, qui était de redéfinir notre design éthique. Et du coup, je vous propose déjà de commencer aussi cette conférence par le partage de cette définition, et puis ensuite de vous partager des exemples d'applications concrets. Parce que lorsqu'on parle de numérique responsable ou de design éthique, je pense qu'on trouve toujours des gens qui sont là pour vous dire c'est génial. Après, quand il s'agit de mettre en action, c'est souvent là que les problèmes commencent, et c'est là où il faut essayer de trouver les moyens pour embarquer au-delà de la bonne intention. Donc un tout petit peu de théorie pour commencer. La définition, en tout cas notre définition du design éthique. Déjà, un design éthique, c'est évidemment un bon design, il va être centré utilisateur, mais c'est aussi un design qui va prendre en compte l'environnement de l'utilisateur. Et donc pour définir le design éthique, nous avons eu besoin de donner 3 dimensions à ce design éthique. Un design éthique, c'est déjà un design plus respectueux des individus. C'est également un design plus frugal. Et enfin, c'est un design plus inclusif. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur chacun de ces piliers et surtout essayer de vous montrer qu'un design éthique, et pour moi c'est très important, un design éthique, ce n'est pas décorrélé d'une réalité économique et des enjeux business qu'on peut avoir. Ce n'est pas juste une bonne intention, c'est aussi un équilibre à trouver entre vos enjeux aussi économiques. Alors, sur le respect des individus, je pense qu'on a tous collectivement progressé grâce ou à cause parfois, parce que c'est parfois la contrainte, à la réglementation RGPD. Derrière cette dimension de respect des individus, on met aussi toutes les notions d'intrusion aussi dans les parcours clients, tout ce qui peut être aussi de la manipulation de l'attention. À titre d'exemple, chez SNCF, nous nous interdisons dans l'interface de mettre des scrolls infinis qui pourraient capter trop longtemps l'attention de l'utilisateur et finalement lui faire perdre aussi la notion du temps. Derrière respect des individus, s'il vous faut un KPI aussi peut-être plus économique, on travaille beaucoup sur la notion d'intrusion, intrusion dans le parcours client. On a noté, on a remarqué par exemple que dès qu'on imposait des mises à jour dans nos applications, on avait la chute de notre note moyenne sur les stores d'applications. Donc on voit que dès qu'on force un peu trop la main, dès qu'on fait un peu trop de push, de notifications un peu trop commerciales, on a immédiatement une baisse de la confiance de l'utilisateur, une érosion de notre relation avec le client. Et finalement, ce qui peut être un avantage à court terme ne va pas forcément être bénéfique économiquement à moyen terme. Donc, d'où l'importance de vraiment prendre cette notion de respect de l'individu, de regarder comment se passent les nouvelles fonctionnalités dans l'écosystème complet de l'utilisateur. Deuxième point, sur la frugalité, on est parti aussi d'un chiffre assez révélateur qui est que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont en fait pas jugées comme essentielles. 70% pas essentiels, et surtout 45%, donc presque la moitié, ne sont finalement pas utilisés. Donc
se reposer la question, se recentrer, aller pas à pas vers le développement de nouvelles fonctionnalités, ça permet aussi de gagner du temps sur les fonctionnalités qui auraient été développées et pas forcément utiles. Donc on va gagner du temps de développement, on va gagner aussi en termes de data, on va récolter, peut-être en termes de bande passante, et du coup on va aussi avoir un impact positif potentiellement sur l'environnement, en plus de l'impact positif sur l'utilisateur qui sera moins noyé sous des fonctionnalités qui seront moins indispensables. Et enfin, notre design éthique, c'est un design plus inclusif. Et évidemment, dans l'inclusion, on inclut, pardonnez-moi, mais la problématique d'accessibilité numérique. Les personnes en situation de handicap aujourd'hui en France, c'est 10 millions de personnes. Donc lorsque vous ne traitez pas, et là pour le coup c'est un vrai chiffre tangible aussi dans vos business plans, lorsque vous ne traitez pas l'accessibilité numérique, vous vous coupez d'un marché potentiel de 15% de la population. Mais dans l'inclusion, on va aussi au-delà. Notamment pour prendre en compte les situations, les personnes dans des situations un peu plus complexes. Je pense par exemple au cas des agents, donc on travaille sur des applications pour les métiers, pour les agents SNCF. On a dans certains cas des agents qui vont travailler de nuit. Donc on va aussi travailler sur des interfaces pour ne pas sursolliciter leur attention, ne pas trop fatiguer la vue. On peut avoir des cas, que ce soit pour les agents ou pour les clients, où on va être dans des situations, par exemple dans des zones blanches, dans des situations où on n'aura pas de connexion 3G, 4G. Donc il faut aussi se poser la question de comment est-ce qu'on donne accès à l'information. Donc c'est toutes ces dimensions-là qu'on met derrière notre définition du design éthique. Donc, le design éthique, vous l'aurez compris, repose beaucoup sur le rôle du designer. Son rôle est clé et surtout, ce qui est important, c'est de ne pas restreindre le rôle du designer à de la production et vraiment lui donner aussi du temps, de la respiration pour pouvoir contribuer, conseiller, challenger aussi les visions produits, au même titre que le marketing, l'IT, la finance, et vraiment faire redonner aussi un rôle un peu plus stratégique aux designers. Pour mettre en pratique le design éthique, tout ne repose pas sur le designer, et c'est aussi l'apprentissage qu'on a pu avoir avec l'équipe, c'est de se dire finalement, on a tous notre pierre à apporter, à contribuer à l'édifice. Nous sommes tous légitimes dans tous nos métiers, selon nos composantes, selon nos expertises, et nous pouvons tous être compétents pour contribuer à l'approche de design éthique et numérique responsable plus globalement. Alors, une fois qu'on a dit ça, là, pour le coup, je suis dans la bonne parole, je suis dans la bonne intention. L'idée, c'est pas forcément d'évangéliser, mais de se dire comment on y va. Et c'est ce que nous avons travaillé aussi, en se disant comment est-ce qu'à chaque étape du projet, on arrive à s'adresser aux différents métiers qui vont intervenir dans la conception d'un projet digital. Alors, on va être à la fois en avant sur l'apprentissage, sur qu'est-ce que le design éthique, comment est-ce qu'on évangélise sur l'accessibilité numérique, sur différentes problématiques qu'on va vouloir aborder. Une deuxième étape, c'est lorsqu'on va vraiment se mettre en marche vers le projet. Donc, comment est-ce qu'on va cadrer, comment est-ce qu'au moment du cadrage du projet, on va se donner une ambition raisonnée sur le design éthique. Donc là, on va s'adresser à l'ensemble de l'équipe projet. Troisième étape, ça va être la mise en œuvre du design éthique, dès lors qu'on va commencer à vraiment développer, designer. Donc là, on va vraiment s'adresser aux designers et développeurs. Et puis, étape indispensable, la dernière, qui est la mesure, pour pouvoir être aussi dans une démarche d'amélioration continue. Et sur toutes ces étapes classiques, on s'est rendu compte que finalement, on avait peu d'outils aujourd'hui pour véritablement mettre en action notre définition et notre volonté d'aller plus loin. Donc, on a travaillé sur chacune de ces étapes, sur chacune des cibles, sur un certain nombre d'outils, des fiches pédagogiques, des nouveaux Canva, des outils pour les développeurs designers, et puis la mise en place de KPI. Alors là, je vous propose un
petit vote de façon très frugale. Je vais vous faire voter à main levée. J'ai 2 options. Une première option, c'est que je vous détaille rapidement, je ne détaille pas du coup, je vous pitch chacun des outils. Et puis ensuite, on se garde une session de questions-réponses d'au moins une dizaine de minutes. Deuxième option, on peut se faire un focus sur deux des étapes, par exemple, pour pouvoir après laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Donc, option 1, liste des différents projets. Est-ce que ça vous qui intéressait? Ok. Et option 2, focus sur 2 projets, par exemple. Je crois que c'est plutôt le 1. Bon, mais du coup, ceux qui voulaient un focus sur 2 projets, il y aura les questions. Bon. Donc, premier outil, très basique d'ailleurs, toute transparence, qu'on est encore en train de construire, ce sont des fiches pédagogiques. Un format très court, synthétique, très didactique, qu'on va essayer de rendre ludique et qu'on commence par élaborer sur l'accessibilité numérique. Et là, l'étape 1, c'est déjà de se dire comment est-ce qu'on casse les idées reçues. L'accessibilité, c'est trop cher. L'accessibilité, ça enlaidit nos interfaces. L'accessibilité, c'est trop complexe. L'accessibilité, ça sert à rien, j'en sais rien. On a multiples arguments et contre-arguments. Donc l'idée, c'est de se dire, démystifions le problème de l'accessibilité numérique. Rappelons pourquoi c'est important. Rappelons pourquoi ça marche aussi. Donc de façon très simple. Et deuxième partie de la fiche, proposons aussi une checklist pour pouvoir évaluer l'effort à fournir par les métiers. Donc, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un audit détaillé, mais c'est vraiment les fondamentaux pour aider les équipes à faire le premier pas vers l'accessibilité numérique. Par exemple, on va, dans la checklist, rappeler qu'il faut vérifier les contrastes et envoyer vers un outil qui permet de vérifier les contrastes. Donc, à chaque fois, on se veut très pragmatique et on est vraiment dans la démarche d'évangélisation et de prise de conscience des enjeux. Ça, c'est un premier outil assez simple, a priori, implémenté. Et l'idée, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais sur tous les outils que je vous présente, l'idée aussi, c'est de les partager, de les diffuser, évidemment, au-delà du groupe SNCF. Deuxième outil sur lequel on a peut-être un peu plus travaillé et confronté les points de vue, pardon. C'est notre Canva de design éthique. Donc là, on est vraiment reparti d'une feuille blanche pour se dire comment est-ce que, quand on commence à cadrer les projets, comment est-ce qu'on arrive à faire prendre conscience au métier des enjeux du design éthique. Donc on a construit notre Canva autour des 3 piliers de notre définition du design éthique, donc respect utilisateur, inclusion, frugalité, à chaque fois avec un axe en termes d'impact, en termes d'expérience utilisateur, et un axe plus en termes technologiques. Et dans chacune de ces cases, on va donner un certain nombre de questions à se poser. L'idée, c'est pas d'être moralisateur, c'est de faire prendre conscience de l'impact que peut avoir, par exemple, une personnalisation. Est-ce que, du coup, le chef de projet qui veut personnaliser son interface s'est bien posé la question est-ce qu'il n'est pas trop intrusif? Est-ce qu'il n'enferme pas trop l'utilisateur? Est-ce qu'il récolte les bonnes données et ainsi de suite. Et donc l'idée vraiment du travail autour de ce Canva, c'est déjà de ne prendre qu'1 heure avec l'équipe projet pour l'enseigner, parce que sinon c'est impossible de mobiliser les équipes. Le deuxième enjeu, c'est d'avoir tous les métiers autour de la table. Donc le PO, le développeur, le designer aussi, et que finalement on commence aussi à faire prendre conscience des questions à se poser, qui seront aussi des graines qu'on sème pour l'ensemble du projet aussi par la suite. Donc ce Canva, on l'a déjà expérimenté pour 4 projets. En 1 heure, ça tient. Évidemment, faut bien animer. L'idée, c'est pas de tout bloquer, mais vraiment d'être dans cette approche de prise de conscience, et que les partis pris qui sont faits sur les interfaces soient faits aussi avec une réflexion de l'équipe autour du sujet. Troisième outil, là où on va vraiment rentrer dans l'implémentation, c'est notre design system.
Alors, le design system, on avait commencé bien avant le chantier du design éthique pour pouvoir maqueter plus rapidement, pour pouvoir prototyper plus rapidement, et aussi parce que chez SNCF, on a plus de 400 applications pour les collaborateurs. Donc, l'idée, c'était aussi de construire quelque chose qui soit un peu plus homogène. Et là, on va s'adresser surtout à l'utilisateur et à l'effort que jusqu'à présent, on lui a imposé. À titre d'exemple, vous avez ici 5 cas de filtres dans des applications métiers. Donc imaginez-vous à la place de l'agent sur le terrain qui, en fonction de s'il doit signaler une anomalie pour un TGV, pour une borne en gare, pour une information voyageur, doit à chaque fois aller dans une application différente et à chaque fois avoir un effort supplémentaire pour se poser la question de comment est-ce que je vais renseigner le formulaire. Donc on a fait un premier état de rationalisation sur tous les composants qu'on pouvait proposer. Et pour aller plus loin dans cette démarche de design éthique, on a évidemment pris en compte tous les critères d'accessibilité numérique sur la partie front, mais on a aussi essayé d'ajouter un certain nombre d'éléments pour créer des interfaces plus intuitives, plus affordantes, comme là dans l'exemple ci-dessus, le cas des pictogrammes. Donc ça, c'est déjà des premières étapes aussi pour rendre plus intuitives nos interfaces. C'est aussi du travail classique, on va dire, de designer, mais il y avait tout un sujet de remise à niveau aussi qui était à faire, et surtout pour aller encore plus loin, on a travaillé, et ça c'était vraiment l'aboutissement de nos réflexions sur le design éthique, on a travaillé sur un mode sombre, dark mode. Donc là, vous voyez le Bootstrap, qui est l'équivalent du design system pour les développeurs, c'est-à-dire qu'on va retrouver les composants graphiques déjà codés pour faciliter aussi le déploiement, la réalisation des interfaces en termes de développement. Et donc le mode sombre, on l'a travaillé notamment pour, selon les écrans, consommer moins d'énergie ou moins de batterie, mais également pour moins fatiguer visuellement les utilisateurs. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de passer toutes les applications en mode sombre, mais ce qu'on a fait, c'est de proposer le Bootstrap par défaut en mode sombre. Ça a l'air de rien, mais ça permet à tous les développeurs qui vont venir sur le Bootstrap d'être interpellés, de poser la question de pourquoi il y a ce monde sombre, et petit à petit de tirer aussi tout le fil du design éthique et de raconter aussi l'histoire sur l'éco-conception, sur l'optimisation des interfaces. Donc c'est aussi, à la fois, c'est un outil pour implémenter, mais c'est aussi un outil qui va nous permettre à évangéliser et diffuser nos convictions. Et dernière étape des projets, qui est la mesure du design éthique. Donc là, on a voulu être assez pragmatique aussi, c'est-à-dire ne pas réinventer des nouveaux indicateurs, parce qu'autant dire que si on rajoute des surcouches de complexité, il y a peu de chances que les indicateurs soient réellement implémentés. Donc on a pris uniquement des indicateurs qui existaient. La nouveauté, c'est de les rassembler sur un même indicateur, sur un même radar. Et donc là, on retrouve les différentes dimensions de notre design éthique. On va avoir un axe sur l'inclusion numérique, où on a une échelle qui est faite en fonction du référentiel RG2A, qui correspond à un référentiel sur l'accessibilité numérique. On a un axe sur la data privacy, donc lié aussi à la bonne application de la RGPD, mais pas uniquement. C'est est-ce qu'on peut aller plus loin aussi dans certains cas sur la nomination des parcours. Un troisième indicateur qui est sur l'efficience. Donc là, on utilise le Customer Effort Score, qui est comment est-ce que qui est un indicateur qui vient d'ergonomie d'avant du digital, qui est comment est-ce qu'on s'approprie l'interface et est-ce que c'est complexe ou non. Un quatrième indicateur qui est la satisfaction qu'on mesure avec le NPS Score, notamment parce qu'on l'avait déjà diffusé sur la plupart des applications, mais il existe d'autres indicateurs évidemment sur la satisfaction. Et puis un dernier indicateur sur l'éco-conception, où là on a construit un outil
qui est un peu le Yuka des pages web, qui permet de mesurer l'empreinte des pages web. Donc avec la charge serveur, la bande passante, le nombre de requêtes, la complexité de la page. Et donc là-dessus, on s'appuyait sur des briques open source. Il y a des sites qui existent, comme EcoIndex, mais là pour le coup c'est vraiment une spécificité SNCF, c'est qu'on avait besoin d'avoir des sites qui ne soient pas filtrés en interne, donc on a dû redévelopper pour pouvoir notamment scanner tous les sites qu'on avait en interne ou en intranet. Donc l'idée, c'était d'avoir cet ensemble d'outils qu'on a construit de façon assez frugale, parce qu'en fait, on l'a construit en plus de notre charge habituelle. On a passé, à titre d'exemple, une dizaine de jours sur notre Yuka des applications. On a passé une dizaine de jours pour faire la déclinaison du Bootstrap en mode sombre. Donc ça reste des choses assez gérables aussi. Voilà, ça se fait pas, sauf si vous avez du temps à consacrer, ce qui est super en mode task force, mais ça peut passer sur 6 mois au fur et à mesure dans la charge des équipes. Mais l'idée, c'est de montrer qu'on pouvait faire des choses, les montrer, les diffuser et de mettre à disposition des différentes équipes, les différents métiers. Et l'idée, et c'est aussi l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est de se dire que la plupart des outils, on souhaite les partager, les mettre à disposition pour faciliter et puis surtout se faire challenger aussi sur les partis pris qu'on a pu avoir. Donc notre enjeu, c'est vraiment comment est-ce qu'on embarque, comment est-ce qu'on facilite la mise en application. Et du coup, voilà les premiers exemples qu'on a pu construire et qu'on souhaite partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas s'il y a un micro qui circule. Comment est-ce que vous avez travaillé en interne au sein de la SNCF sur la conduite du changement, la formation, l'appropriation par les utilisateurs? Là, le projet, on l'a lancé, les premiers outils, on a commencé à les lancer il y a 6 mois. Donc l'idée, c'est aussi d'embarquer tous les nouveaux projets au fur et à mesure. On accompagne une 40aine de projets par an, donc on dit que petit à petit, on va aussi diffuser. Et ensuite, on a tout un réseau en interne de conférences, de partage, d'évangélisation, plus globalement autour de la transformation numérique. Donc l'idée, c'est pas de rajouter des instances en plus, mais d'essayer de s'insérer partout où on peut pour partager ces bonnes pratiques. On n'en est pas encore à de la formation, parce que pour l'instant, je veux dire, nous aussi, on apprend. On n'a pas trouvé, par exemple, véritablement de standards en tout cas en France sur le sujet. Donc c'est pour ça qu'on a agrégé, on apprend en même temps, mais on diffuse autant que possible. Après, on propose des formations sur l'accessibilité numérique, par exemple, avec des partenaires externes, mais c'est déjà pour des personnes qui sont déjà au-delà de l'évangélisation et la sensibilisation. Sur, si je peux vous donner un indicateur, par exemple sur notre Bootstrap, on a 20 projets par an qui l'utilisent spontanément. Donc on se rend compte aussi, après c'est un grand groupe, donc par le bouche à oreille, voilà, les différents niveaux aussi, en s'appuyant à la fois sur les DSI, à la fois sur les centres de services qui travaillent avec SNCF, on arrive aussi à diffuser les informations. Bonjour. Est-ce que toutes les grandes entreprises, petites peut-être, mais ça m'étonnerait, pratiquent le design éthique, EDF, etc., etc. Alors peut-être, mais c'est caché pour l'instant. Pour l'instant, nous, avec les grosses entreprises avec lesquelles on a pu échanger, on n'a pas eu...
vraiment de situations où on a pu travailler en commun. Mais c'est aussi l'idée, je pense qu'on est un peu au début de l'histoire. Et j'espère que c'est une histoire qui va s'accélérer très vite aussi. Et c'est aussi le but de ces instances de partage. D'ailleurs, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui déploient un design éthique, qui ont déjà cette approche-là aujourd'hui? Ouais. Vous voulez en parler? Il y a une main levée pour ceux qui ne voient pas le public à distance. Bonjour, déjà, merci pour cette conférence. Moi, je voulais savoir un peu comment vous avez entamé le déploiement justement chez SNCF, parce que c'est vrai que dans des grandes entreprises, ça doit être assez compliqué d'imposer un peu cette démarche éthique, notamment dans le design. Vraiment, c'est chaque nouveau projet, on va rappeler. Quand on annonce le chiffre que 70% des fonctionnalités demandées par les utilisateurs ne sont pas jugées comme essentielles, déjà, ça permet de remettre un premier pied dans le sujet et d'apporter. Après, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de la démarche design UX au sens large, que ce soit en termes d'observation des utilisateurs, UX Research. Donc, voilà, à travers tous ces sujets-là, on contribue à la sensibilisation. On essaie vraiment, l'idée aussi d'outiller plus les phases de développement avec des design systems et des bootstraps, c'était de se dire comment est-ce qu'on se donne un peu plus de respiration, un peu plus de temps en amont pour bien cadrer les projets. Donc ça, c'est toute la pédagogie qu'on va faire sur tous les nouveaux projets. Et puis, comme on travaille sur des équipes qui sont vraiment dispersées dans l'ensemble du groupe, petit à petit, ça se diffuse et donc on travaille vraiment. Bon, on travaille par l'exemple et par le projet parce que sinon on reste dans les bonnes intentions et du coup ça prend pas en tout cas. Bonjour et merci, je suis là. Je travaille entre autres avec diverses entreprises en open innovation et je vous ai entendu tout à l'heure parler de vos fiches pédagogiques et j'ai cru entendre qu'elles étaient accessibles en dehors du groupe. C'est bien ça que ce n'était pas uniquement destiné en interne? Oui, en tout cas c'est l'objectif. En l'occurrence, les fiches, on est en train de les faire, donc elles ne sont pas encore accessibles. Oui, et c'est d'ailleurs, globalement, la démarche qu'on a, et c'est aussi comme ça qu'on contribue, pour contribuer à la transformation du groupe, on a ressenti très vite le besoin de pouvoir rendre accessible le maximum de choses aussi en externe, parce que souvent, ça a aussi des retombées sur l'interne. Et donc, on a une plateforme, du coup, je vais juste conseiller, qui est digital.sncf.fr, dans laquelle on a une rubrique ressources, dans laquelle on va lister un certain nombre aussi de bonnes pratiques. Et puis, on va évidemment lister les outils, et certains vont être uniquement réservés à l'interne, mais on y trouve déjà cette première couche d'information, et du coup, l'idée, c'est de partager et d'avoir des retours. La difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir aussi des retours des utilisateurs, puisque en général, on a des retours quand il y a des choses qui bug. Quand les choses vont bien, on n'a pas grand-chose. Et quand les choses sont finalement réutilisées pour d'autres usages, on a rarement des retours aussi. Donc on essaye aussi d'acculturer aussi sur le fait qu'on met à disposition, mais c'est pour construire aussi et faire évoluer nos outils. Bonjour. Je voulais savoir comment était née l'initiative à la SNCF. Est-ce que c'est vous qui l'avez lancée? Est-ce qu'il y avait déjà des germes? Et jusqu'à quel point et de quelle manière c'était compris, soutenu à un niveau plus élevé et mis comme une priorité ou comme un side project, ce serait bien que? Voilà. Alors, on a... je pense que l'histoire a commencé il y a un an et demi. En vrai, il y a 2 ans, quand il y a eu la signature du pacte d'accessibilité numérique, où SNCF s'est engagé à obtenir le niveau RG2A, label argent d'Accessible Web. Peu importe le détail, si vous ne connaissez pas, mais du coup, c'est un niveau d'exigence assez élevé. Et on se dit, on était en pleine refonte du site sncf.com. Partons sur cet outil, sur ce site-là, pour se mettre le challenge d'atteindre le niveau. On a atteint le niveau Accessible Web en février dernier.
Donc on a eu le label, ouais, ça fait un peu moins d'un an. Et pour l'obtenir, on a changé aussi nos méthodes de travail. C'est-à-dire qu'évidemment, on commençait à travailler en mode agile, mais on a aussi décidé à chaque sprint de faire un scan aussi d'accessibilité numérique, donc en partenariat avec des experts externes. Et petit à petit, ça a permis à toute l'équipe de monter en compétence sur le sujet de l'accessibilité numérique. Et finalement, ça nous a permis aussi de sortir de cette expertise qui était incarnée par la direction de l'accessibilité numérique pour se dire ça peut aussi être l'affaire des métiers. De fil en aiguille, c'est finalement l'équipe projet qui nous voit en disant ce serait bien qu'on traite aussi la dyslexie qui n'est pas exigée par le critère général, ce serait bien qu'on traite telle et telle problématique, le mode sombre aussi, c'est des idées qui commençaient à venir. Donc c'était un certain nombre de signaux faibles, plus une personne dans l'équipe qui s'est mise à écrire un livre blanc qu'on a commencé aussi à diffuser avec, pour le coup, la direction de l'accessibilité. Et là, l'équipe est mature pour aller un cran plus loin. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire en exposant le label AccessiWeb qu'on avait obtenu pour SNCF.com et puis en disant maintenant on va aller plus loin et petit à petit on utilise ces projets phares pour pouvoir aller plus loin. Sur 2019, c'était les premiers états de chantier. Maintenant, la décision a été prise aussi de créer une direction du numérique responsable. Donc, je pense qu'il y a à la fois fédérer, commencer à construire des outils et aussi incarner. Mais il ne faut pas que le sujet du design éthique ou le sujet du numérique responsable soit l'affaire juste d'une personne experte dans le groupe. Il faut qu'elle soit le point de contact, mais que ce soit vraiment diffusé aussi dans l'ensemble auprès des collaborateurs. Je crois qu'il y a un micro qui circule, c'est ça, mais j'arrive. La démarche, alors pour le coup sur le site sncf.com, oui, parce que c'est un travail qu'on fait avec les directions de la communication corporate, donc qui est très visible, et au niveau des DSI en centrale aussi, parce que c'est là qu'on aura la direction numérique responsable. Après, on reste en centrale au niveau groupe SNCF, donc notre prochaine étape, ça va être de se diffuser aussi dans les différentes activités et qu'on ait vraiment des relais. Puisque SNCF, c'est 250 000 collaborateurs. Donc, on a un petit peu de boulot avant de toucher tout le monde. Mais effectivement, il faut avoir des sponsors assez haut niveau. Il faut montrer que les équipes sont motivées et puis à un moment, pouvoir cranter sur les niveaux du dessus pour que ça reprenne et ça redescende aussi dans les équipes. Oui, le temps est écoulé. Merci beaucoup. Et puis, je reste à proximité s'il y a d'autres questions.